Bonjour à tous et à toutes pour ce dernier tournage, dernier plateau TV de Top Logistique Europe. Nous sommes à Lille, première édition, quatrième tournage, quatrième et dernier tournage pour cette clôture. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir 3 nouveaux invités sur un sujet brûlant, un sujet d'actualité, l'entrepôt du futur. On en parle en permanence, un vrai sujet d'actualité. Pourquoi ? Parce que l'entrepôt est forcément un terme qui est associé à la logistique, à la supply chain. C'est un élément fédérateur, c'est un élément aussi complexe parce que le bâtiment coûte cher. Et malgré son nom, immobilier, il n'arrête pas de bouger. Il n'y a pas plus changeant que la structuration d'un entrepôt. Et on va comprendre pourquoi. On va essayer de regarder, de décortiquer pourquoi l'entrepôt est un vrai sujet pour la supply chain. Alors on pense très souvent au e-commerce qui a bouleversé tout cet écosystème avec de nouveaux paradigmes tels que, on parle de l'entrepôt XXS, petit entrepôt des centres-villes pour servir le quick commerce, pour des délais de livraison courts dans la journée, jusqu'à l'entrepôt XXL à perte de vue, tel que on peut voir souvent chez Amazon, ces entrepôts qu'on construit en permanence sur un terrain qui lui n'est pas extensible. Alors entrepôt du futur, certes, avec des contraintes, avec des obligations, avec des nouveaux besoins. Pour ça, j'ai invité 3 experts, 3 champions de la fonction entrepôt que je vais présenter à partir de maintenant, dès à présent. Donc, mon premier invité, c'est Morgane Vatin de Arthur Lloyd Logistique. On ne présente presque pas l'entreprise. Vous êtes responsable régional des Hauts-de-France et Grand Est. Et accessoirement, vous êtes associé, on m'a dit, Arthur Lloyd. Bonjour. Tout à fait. Bonjour. Alors, présentez-vous. J'aimerais bien savoir ce que vous faites, qui vous êtes déjà. Alors, Morgane Vatin, moi j'ai rejoint la structure Arthur Lloyd Logistique en 2016. C'est un bureau que j'ai créé ici à Lille. Donc Arthur Lloyd Logistique, c'est une structure transverse du réseau d'agences Arthur Lloyd, qui est quand même assez connu. Arthur Lloyd, c'est à peu près 75 agences réparties sur le territoire. Nous, on a la particularité de ne faire que de la logistique. On a 3 implantations, une à Lille, une à Paris, une à Lyon. On est une quinzaine de collaborateurs. On est Votre métier, c'est quoi votre métier ? On est conseil en immobilier d'entreprise. D'accord. Donc on fait à la fois de la transaction, mais aussi du montage de projets pour des grands comptes, chargeurs, utilisateurs. D'accord. Et on fait également de l'investissement en immobilier, donc on vend des bâtiments pour des fonds de pension. Donc expert sur mon sujet, c'est très bien, Exactement. Merci Morgane. On va pouvoir développer, je sens qu'il y a de la passion chez vous. Ma deuxième invitée, Karine Louarn. Bonjour. Madame Environnement, on a préparé ensemble pas que. ce rendez-vous. C'est quelqu'un de vraiment expert. Ça fait des années qu'on se croise sur les salons. Tout à fait. Vous êtes donc Karine Louarn, consultante logistique chez EOL, comment on dit ? EOL, on peut dire tout ce que l'on veut. Donc on Oui. est conseil en immobilier professionnel également. Donc nous, on est effectivement présent sur l'ensemble de la France au travers de 9 agences. On est conseil en immobilier pour les comptes des chargeurs, des logisticiens, des transporteurs, en leur présentant effectivement l'offre immobilière qui s'adapte à leurs projets. Et on est également assistance à la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire qu'on développe des entrepôts logistiques pour le compte des chargeurs, des clés en main, ce que l'on appelle. Ok. Voilà. Très bien. Et je suis chez EOL, on se connaît depuis longtemps puisque je suis chez EOL depuis 5 ans, mais après une expertise de 25 ans en logistique. Donc j'ai été direction de site pour du e-commerce, pour du retail, et donc ce qui fait que j'ai une expertise assez complète du métier. Et une connaissance du secteur. Vous n'êtes pas venu les mains vides tout à l'heure, je vous ai vu. Non, je suis venue avec des chapeaux, mais je les ai enlevés, je vous les offre à la fin. Après alors, bon ok, très bien. Sinon on peut venir sur votre stand et récupérer Tout ces à chapeaux. fait. Merci Karine. Mon troisième invité, Fabrice Gallo. Fabrice Gallo, Bonjour Franck. de chez Ivalet, De vous chez êtes Ivalet, un Castignac. régional d'étape. Ouais. Ivalet, donc c'est le réaménagement, la réhabilitation de la base militaire, la B103, La BA103, le parc immobilier, 3 millions de mètres carrés, le c'est projet ça. pharaonique de BTIMO. Et donc vous représentez Ivalet et le Et Castignac, Castignac. la nouvelle joint venture. C'est ça, Castignac en fait c'est l'operating partner et l'investment manager pour 2 actionnaires principaux, BTIMO, une foncière familiale historique dans la logistique en France, et Brookfield, et on développe un parc immobilier logistique sur la France et le Benelux. Très bien. Et vous, votre fonction chez, Alors, je suis directeur développement et directeur développement du site Ivalet et directeur foncier. Donc mon métier c'est de rechercher du terrain, construire ou faire construire, vendre et louer. Très bien. Là, on est à Top Logistique première édition. On est à Lille. On est chez vous, dans la même région. On est chez moi. L'anecdote fait que j'habite par ici, mais on développe sur toute la France et sur tout le Benelux pour BTIMO et pour Brookfield. Ouais. Bon, écoutez, bienvenue à tous les 3. Merci. On va parler de l'entrepôt du futur. Moi, j'aimerais avoir votre avis. L'entrepôt du futur, c'est quoi ? C'est quoi pour vous ? On va peut-être commencer par Morgane. Si je vous dis l'entrepôt du futur, Ouais. ça résonne comment pour vous, en quelques mots ? Pour moi, déjà, il y a potentiellement plusieurs entrepôts du futur. On devrait le mettre au pluriel.
Parce que déjà, la classe d'actifs aujourd'hui de la logistique, c'est un mot un peu générique. La logistique, il y a des types de logistique en fonction de ce que l'on fait. Donc il faudra distinguer aussi, je pense, dans le débat, l'entrepôt côté utilisateur et même côté utilisateur, savoir si ce sont des chargeurs ou des prestataires sur l'entrepôt du futur, et également l'entrepôt du futur vu par les investisseurs qui aujourd'hui investissent en fait Oui, parce que sur cette classe d'actifs. Ça reste un investissement immobilier. Exactement. Et, donc, de plus en plus d'ailleurs. Donc, ouais. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'entrepôt du futur dans la physionomie. Ça a toujours été un placement. Si ça le devient de plus en plus, c'est intéressant. Mais d'un point de vue physionomie, utilisation, est-ce qu'il y a des nouvelles fonctions qu'on ne demandait pas avant, qu'on demande aujourd'hui chez vos clients, chargeurs ou institutionnels aujourd'hui? Alors ce qu'on voit se dessiner de toute façon depuis quelques années, aujourd'hui on définit l'entrepôt déjà par des bâtiments de classe A, c'est-à-dire des cellules de 6 000 à 12 000 m². Aujourd'hui on a des standards de marché, aussi bien au niveau des labellisations. On a des bâtiments aujourd'hui qui sont passés de BREEAM Good il y a 2 ans ou 3 ans à des BREEAM aujourd'hui Very Good voire Excellent. Donc on a aussi tout ce principe de labellisation qui fait que l'entrepôt du futur devient de plus en plus normé. Contrôlé, avec des certifications environnementales, avec des aspects écologiques qui nous sont demandés également par les comités d'agglomération, aussi bien par les comités d'agglomération que par ceux qui investissent, comme je le disais, mais aussi par les utilisateurs. Oui. Et on va en parler des aspects écologiques, parce que ça c'est un peu une nouvelle donne dans les entrepôts. L'entrepôt a été souvent vu comme très consommateur d'énergie, lumière artificielle, et puis au sens large, au sens RSE, et puis non esthétique également. Est-ce que vous avez des demandes de la part de vos clients? Je vais demander à Fabrice, aujourd'hui l'entrepôt du futur, pour vous c'est quoi avec ce qu'on vient de dire Morgane, pour compléter? Je rejoins assez ce que dit Morgane, et je vais rentrer sur la partie IT, la partie informatique à l'intérieur de l'entrepôt, où il y a 4 grands items qui vont faire bouger l'entrepôt. Le premier item, c'est tout ce qui est mécanisation d'entrepôt, donc exosquelette, robotique, drone à l'intérieur de l'entrepôt. Oui. Le deuxième item, on va passer d'une unité de valeur qui était avant la palette à l'unité de valeur colis. Voire article. Voire article, voire pièce à expédier. Et là, on va rentrer dans les problématiques d'intelligence artificielle, de big data. On aura énormément de data à gérer. On aura de la cybersécurité également pour surveiller un peu le territoire et sécuriser les marchandises. Et on aura tout ce qu'on évoquait au terme de la sustainability, c'est tout ce qui est développement durable, faire en sorte que l'entrepôt soit moins consommateur d'énergie et rentrer dans les logiques de décarbonisation de l'activité de la filière. Absolument, et c'est un point qui est important. Je crois que Karine, vous étiez, lorsqu'on a préparé ce rendez-vous, le premier argument que vous m'avez donné, c'est l'entrepôt de demain doit être décarbonisé. Ça veut dire quoi, Karine, décarbonisé? Alors, décarboné. Décarboné, pardon. Alors, juste pour compléter un petit peu l'approche, je ne sais pas s'il y a vraiment l'entrepôt de demain, il a vraiment une définition à donner. En tout cas, il faudra qu'il soit agile. On a vu les modes de consommation qui ont été effectivement complètement modifiés avec la période de Covid. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que l'entrepôt puisse être agile. Il faut effectivement qu'il soit, on va dire, au bon endroit pour d'un point de vue, on va dire, le barycentre de l'activité du chargeur, parce que lorsqu'on va parler d'une logistique, il faut une efficacité également, il faut une rentabilité, même si on n'aime pas trop ce terme de rentabilité. Lorsqu'on pense poser une logistique, nos clients, ils ont effectivement l'ensemble de ces critères-là pour effectivement définir leur supply chain. Ouais. Et le dernier critère qu'on aborde, c'est la durabilité. Alors, qu'est-ce que c'est la durabilité? Moi, eh bien, nous avons nos clients, lorsqu'ils nous font des demandes de bâtiments, la démarche RSE, c'est des fonctions qui sont nouvelles chez nos chargeurs. La démarche RSE, qu'est-ce que c'est? Après, on reviendra sur durabilité, mais pour pas aller trop loin. Vous voulez le dire? Ouais. Non, tu peux en parler, mais c'est la responsabilité sociale de l'entreprise. Vous voulez donner un coup de main à Karine? Le RSE, responsabilité sociale. C'est la responsabilité sociétale et environnementale. C'est une charte, on va dire, d'engagement. Dans la loi climat et résilience, on est tous impactés aujourd'hui dans cette démarche à être volontaires pour être moins consommateurs et bas carbone dans tout ce que nous consommons. Donc c'est social, sociétal, environnemental. En fait, Les entreprises on parle autant de l'humain que de l'environnement dans le donc, RSE. Les entreprises aujourd'hui dans la supply chain, parce que le bâtiment c'est un maillon de la supply chain, ont cette démarche sociétale et environnementale lorsqu'ils font fabriquer en import, donc la traçabilité du produit. On lui fait son empreinte carbone de la sortie d'usine jusqu'à la livraison chez nous. Et il passe à un moment donné dans l'entrepôt. Et pour combien ce produit prend de CO2, on va dire, ou de bilan d'empreinte carbone. On ne vous le demandait pas avant. On nous le demande de plus en plus. C'est combien dans la part de CO2 ou d'empreinte carbone d'un produit qui va être traité sur la supply, combien va porter le bâtiment. Oui. Et donc le bilan carbone d'un entrepôt, aujourd'hui, c'est compliqué. Mais on pourra revenir après sur ce sujet-là. Mais il y a effectivement dans la construction,
c'est aujourd'hui sourcer des matériaux bas carbone. C'est quelque chose qui sera certainement beaucoup plus transparent et clair à l'avenir, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de sourcer et d'avoir la garantie que l'entrepôt et que les matériaux qu'il constitue est bas carbone. Et par contre, il y a dans son exploitation. Et dans l'exploitation, il y a effectivement l'énergie. Et l'énergie, c'est quelque chose. Consommation de La Morgane, vous êtes d'accord? consommation, Après, on reviendra sur la construction des nouveaux projets. Je vous attends là-dessus, Fabrice. Je vous attends. Justement, par rapport à l'environnement et à l'utilisation des sols. Allez, Morgane, pour Oui, conclure, tout à fait. En fait, sujet. non, je rejoins effectivement ce que dit Karine et également Fabrice. Aujourd'hui, l'entrepôt, il ne faut plus le voir effectivement comme un vieux hangar. Déjà parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a des collectivités aujourd'hui qui sont très regardantes à avoir un bâtiment qui s'intègre dans son environnement. Donc déjà en termes d'esthétisme, les bâtiments d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux d'il y a une vingtaine d'années. C'est plus joli, c'est quoi? On essaye de faire des bâtiments effectivement un peu plus discrets. On a quand même aussi des chartes graphiques chez certains développeurs qui font que le bâtiment ressemble quand même plus à une usine 2.0 ou 3.0, même certains disent 5.0, qu'à un simple bâtiment avec un bardage béton. Oui. On a des bâtiments effectivement avec des pilotages de flux. Aujourd'hui, on a de plus en plus de promoteurs et d'institutionnels qui cherchent aussi à piloter l'électricité à l'intérieur d'un entrepôt. Aujourd'hui, tout passe en LED. On a des bâtiments, on parle aujourd'hui de photovoltaïque sur les toitures. Pour l'éclairage, pourquoi? Pour convertir l'énergie solaire, on l'utilise dans l'entrepôt du coup après? L'idée, c'est d'utiliser dans l'entrepôt. Après, il faut savoir aussi qu'un entrepôt sec est quand même peu énergivore, surtout quand il est équipé en LED. Donc généralement, il y a aussi un phénomène de revente parce qu'aujourd'hui, c'est pas l'autoconsommation, c'est qu'une petite partie de je pensais que c'était l'installation. l'inverse, moi. Non, c'est qu'une petite partie. Là où ça peut s'avérer intéressant, effectivement, c'est sur les bâtiments frigo ou très consommateurs, très énergivores en fait. Là, ça peut être très intéressant. Donc une dimension écologique évidente, une nouvelle dimension écologique évidente, environnementale. Et aussi bien d'un point de vue dans la utilisateur, construction, l'utilisation des matières et des utilisateurs. Mais aussi, excusez-moi, c'est aussi bien côté. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi bien côté utilisateur qu'investisseur en fait, que propriétaire de bâtiments. D'accord. Là, aujourd'hui, ça converge effectivement vers des bâtiments moins énergivores, mieux équipés et avec une gestion des flux. Gestion des flux et de la valeur d'une certaine manière, puisque j'ai bien compris qu'il y avait des investissements et des investisseurs derrière tout ça. Moi, ce qui me perturbe, et on va revenir, Fabrice, sur le sujet, c'est que bon, les projets de BTIMO, ils sont des projets pharaoniques, c'est ce que moi je retiens de ce que je vois dans les médias, que j'anime un peu aussi, des grands projets, mais on parle de recherche environnementale. Je vois ce que fait Amazon, je vois ce que le e-commerce impose à nos paysages, ces terrains à perte de vue. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans une démarche contraire à l'environnement, justement par une artificialisation des sols de plus en plus forte? Comment vous faites pour gérer ce point chez BTIMO ou chez Castinac notamment? Aujourd'hui, comme a eu l'occasion de le dire Morgane, on est très, très contraint dans la recherche foncière. La loi Elan nous empêche de prendre de la terre agricole, on est assez contraint sur les grandes hauteurs. Donc nous, on est passé maître dans l'art de reprendre des friches industrielles ou des friches militaires, ce qui veut dire qu'en fait, en termes d'empreinte carbone ou de prise de possession de terre agricole, on n'en prend pas. On réhabilite des friches industrielles qui existaient auparavant. D'accord. Exemple, friches industrielles ou abandonnées, comme la base... ou des bases militaires. Quand je dis industrielle, je mets le militaire aussi dans l'industriel. Et on peut les reprendre à l'extérieur des villes ou à l'intérieur des villes, c'est la même chose. Et on sera de plus en plus, nous les promoteurs, contraints à ce genre d'exercice. On sera obligé de reprendre des friches existantes pour les réhabiliter et les remettre aux normes des entrepôts d'aujourd'hui ou des entrepôts du futur. D'accord, donc on n'artificialise pas les sols? Non. Ou de moins en moins, il y a la loi qui protège l'environnement. Nous, par exemple, sur le projet que vous évoquiez tout à l'heure, la base aérienne de Cambrai. Donc pour rappeler, c'est près de 3 millions de mètres carrés. Alors l'emprise foncière, c'est 320 hectares, donc 3 200 000 mètres carrés. On va y faire pousser à pas loin d'1 million de mètres carrés. Et en fait, on ne va pas prendre une seule terre agricole pour faire ça. Pas un mètre carré agricole. Pas une maison détruite, pas une route déplacée. Et pas un mètre carré d'imperméabilisé en plus que ce que ça n'était auparavant. On va même rendre des terres de la base aux agriculteurs. Donc on essaye de faire des projets exemplaires dans ce domaine-là et de rejoindre ce qu'on disait sur la RSE tout à l'heure. Très bien. Moi je voulais vous entendre sur un autre sujet. J'ai fait ma petite recherche sur l'entrepôt du futur. Quand on creuse un peu, j'entends parler d'entrepôts de grande hauteur. Je me suis demandé ce que c'était, parce que pour moi qui suis dans le métier aussi, 12, 13 mètres, c'était un peu le standard, puis c'était déjà assez haut. J'ai entendu parler de 30 mètres. Mais pourquoi on fait des entrepôts de 30 mètres? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est fondé? Et est-ce que ça va se concrétiser? Alors qui veut prendre la réponse?
Morgane, allez Morgane. Je veux bien commencer. Alors sur les entrepôts de 30 mètres, déjà, je parlais tout à l'heure qu'il fallait distinguer plusieurs utilisateurs. Je pense que l'entrepôt de 30 mètres ne sera pas à destination de tous les utilisateurs en fait, d'entrepôts. Donc il y a certains chargeurs effectivement aujourd'hui qui peuvent avoir l'utilité de monter à 30 mètres, notamment dans l'agroalimentaire, dans la grande distribution. On le voit aujourd'hui déjà chez les grands distributeurs comme Leclerc, Intermarché, qui ont fait des bases avec des tours mécanisées à 25 ou 30 mètres. On en a aussi pas mal dans l'agroalimentaire. Après, je ne pense pas que ça sera la norme. Comme le disaient Karine et Fabrice, on a aujourd'hui des contraintes au niveau des PLU qui nous imposent des limitations. Plan local d'urbanisme. Okay. Donc on a des PLU qui nous contraignent généralement à 15 mètres et de plus en plus. Et après on a des problématiques aussi au niveau du SDIS, au niveau des Alors qu'est-ce que c'est que cette norme un peu technique là Là, ce sont les normes aussi au niveau incendie. C'est-à-dire que quand vous avez un entrepôt à 30 mètres, en cas d'incendie, il faut aussi pouvoir maîtriser les flux thermiques. Il faut que les pompiers puissent éteindre l'incendie. Et en fait, ça c'est une vraie problématique aujourd'hui sur des zones à la fois qui peuvent être semi-urbaines, mais même sur des bâtiments. Et on a eu l'exemple là, récemment dans la région à Arras, un acteur frigorifique qui a l'habitude justement de faire des tours grande hauteur en Belgique, parce qu'en Belgique ils ne sont pas contraints par les mêmes normes qu'en France, ils ont le droit de le faire, il y en a d'ailleurs beaucoup plus en Belgique qu'en France. Ils ont voulu monter à 30 mètres et en fait ils ont été limités, ils ont fait que la moitié finalement. C'est quoi le problème du PLU dans ce cas-là? C'est la vue? C'est quoi? C'est le paysage? Karine? Oui, c'est le paysage. En fait, l'entrepôt est très réglementé. On va dire les démarches pour instruire. Les contraintes techniques aussi. C'est l'instruction des dossiers, c'est les contraintes techniques et c'est effectivement les mesures pour lutter contre un incendie, pour lutter contre un incident, on va dire, dans l'entrepôt. Eh bien, c'est tous ces services qui vont intervenir, qui doivent avoir les moyens d'intervenir pour tout simplement maîtriser. Pour être présent lors d'un incident. On est vraiment, et on travaille quand on instruit un entrepôt logistique. On travaille avec la préfecture, on travaille avec les pompiers, on travaille avec tous les gens qui peuvent intervenir en cas effectivement d'incendie sur le site. Donc c'est bien que ce soit réglementé, mais à contrario, parfois, on se trouve effectivement sur des zones industrielles où la vocation première, c'est de développer des entrepôts logistiques. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de maison à proximité immédiate. On est vraiment là dans une volonté de développer que de la logistique. Et pour autant, quand on arrive avec un projet immobilier, on peut se trouver contraint de nous dire non, le bâtiment ne pourra pas se construire. D'accord. Voilà. Et vous êtes d'accord tous les deux? Je corrobore tout à fait, avec une petite nuance près, c'est que comme les fonciers deviennent rares et chers, je pense qu'on sera dans un avenir proche obligé de monter un peu. Alors la problématique aussi de ça, c'est que c'est oui et non, parce que la problématique d'une tour grande hauteur, c'est que comme on a une maîtrise des flux, il faut en fait en limite. Alors c'est un peu technique, je suis désolé, je vais rentrer un peu dans la technique. Je vous arrête, c'est trop technique. Mais les parcelles, en fait, si vous voulez, quand vous construisez un entrepôt grande hauteur, vous êtes obligé d'avoir des distances réglementaires en périphérie de terrain supérieures à un entrepôt standard. Demain, si vous montez à 30 mètres, il vous faut des reculs sur chaque façade de plusieurs dizaines de mètres. Donc en fait, ça nécessite aussi des grands terrains. Finalement, tout ce qu'on va gagner en hauteur, on va le reperdre au sol. Ça nécessite des grands terrains. C'est une équation impossible à résoudre. Voilà, ça nécessite aussi des grands terrains. Donc voilà, il n'y a pas toujours, on ne peut pas se dire je vais monter en hauteur, je vais réduire ma surface de terrain. C'est pas toujours aussi simple que ça. Ouais, très bien. Bon, c'est très clair pour moi, c'est très clair. Je ne connaissais pas très bien le sujet et là je suis vraiment éclairé par votre connaissance. En revanche, j'ai un sujet que je connais bien, qui est le e-commerce. Moi, je voulais discuter avec vous un peu et à votre manière, de l'impact de l'arrivée du e-commerce sur les activités logistiques plus anciennes, plus traditionnelles, B2B, industrielles, mais surtout B2B. Aujourd'hui, quand on parle d'entrepôt et qu'on parle souvent du leader qui est Amazon, qu'est-ce qu'on voit dans les médias? On voit des entrepôts à perte de vue. D'accord. Donc le symbole d'Amazon aujourd'hui, c'est son gigantisme, notamment son gigantisme en matière de gestion des entrepôts et des humains, au-delà des chiffres et des capacités qu'ils ont à délivrer. Vous avez toujours cette image d'entrepôt avec des gens qui y travaillent, avec tout ce qu'on peut critiquer d'ailleurs. Et puis vous avez donc des constructions à perte de vue. Moi, je voulais savoir quelle était la limite aujourd'hui. Est-ce qu'on a assez de foncier pour répondre aux besoins du e-commerce dans sa fonction native, la première, et puis dans sa fonction nouvelle. On parle d'entrepôt XXL.
notamment pour des grands du e-commerce. Moi, je voudrais aussi parler des entrepôts XXS, pour des grands du e-commerce, mais qui ont besoin et qui doivent répondre à la contrainte aujourd'hui de la livraison, notamment en J. On ne parle plus de J+1 ou J+2, on parle de livraison le jour même. Et là, la nécessité d'être proche des centres-villes. Avec un paradoxe incroyable, on ne peut pas construire d'entrepôt en ville. Aujourd'hui, c'est impossible. En revanche, on peut se mettre en périphérie. Et là, j'en parlerai d'entrepôt XXS. On connaît les dark stores, mais ce n'est pas à ça que je veux faire allusion. C'est vraiment l'entrepôt avec toutes ses fonctions logistiques. Comment s'articule aujourd'hui l'avenir du e-commerce d'un point de vue foncier, développement et avènement du quick commerce, avec notamment cette demande sur le XXS. Qui veut commencer par répondre sur le sujet? Je vais peut-être laisser... Fabrice Gallo. Pour répondre à cette question, vous êtes bien concerné par le problème, vous connaissez bien le sujet. Oui. On est nous aussi bien à la recherche de fonciers qui sont capables de faire des entrepôts XXL, on en a parlé. Mais effectivement, on recherche aujourd'hui des fonciers plus petits qui vont permettre de faire la logistique urbaine sur toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants en France. Et il y en a une centaine. Et si on arrive à faire ça, on couvre 81% du territoire. Aujourd'hui, on estime, c'est pas moi qui le dis, c'est la Philog, qu'on a 30 millions de mètres carrés logistiques en France, il en manque 30 millions. Donc il faut créer 30 millions de mètres carrés supplémentaires, tout confondu en XXL énorme, et en XXS pour la logistique du dernier kilomètre. Donc on est, nous, promoteurs, à la recherche de fonciers qui vont permettre de réaliser des entrepôts XXL de 20 000 à plus de 100 000 mètres carrés, comme des recherches de fonciers de 10 000 à 40 000 mètres carrés en zone urbaine ou extra-urbaine pour fabriquer des entrepôts de 5 à 12 000 mètres carrés. D'accord. XXS, ça commence quoi, 1000 mètres carrés? On peut même parler aujourd'hui d'entrepôts de moins de 100 mètres carrés. Quand on voit aujourd'hui ce que font les Gorillaz et autres, on est presque plus proche du commerce de centre-ville. Oui, mais ça, c'est de la conversion de commerce traditionnel. C'est plus de la conversion de commerce. Mais la hauteur, la façon de travailler. Alors après, si on parle plutôt des centres de mutualisation urbains, on va plutôt être sur des surfaces de 400-500 mètres carrés. 400-500 mètres carrés qui sont peut-être des zones d'activité, des zones de bureaux qu'on peut réaménager. Ça ressemble d'ailleurs à des bâtiments d'activité. Aujourd'hui, la frontière est perméable en fait entre le bâtiment d'activité et l'entrepôt. D'accord. Dès lors qu'il y a de l'activité logistique, on peut considérer que c'est un site logistique, pas forcément un bâtiment. Mais en tout cas, l'avenir est construit comme ça. Des entrepôts XXL, grande surface pour les géants et répondre à des besoins de e-commerce. Vous êtes d'accord que l'e-commerce a complètement changé? En fait, il y a eu le e-commerce et la grande distribution ces dernières années, parce qu'il y a eu aussi un phénomène de regroupement des bases logistiques de la part des grands distributeurs pour rationaliser justement leur flux supply chain. Ils se sont aperçus, tous ces commerçants avant qui investissaient principalement dans leurs magasins, ils se sont aperçus qu'aujourd'hui, pour gagner de l'argent, il fallait optimiser la supply chain. Donc c'est passé par une réorganisation de la supply chain, aussi bien chez Carrefour, on l'a vu avec le projet Caravelle, aussi bien chez Leclerc, je parlais tout à l'heure de leur nouveau bâtiment avec tour mécanisée. Intermarché, c'est pareil, a suivi aussi. Donc on a eu la grande distribution qui a aussi alimenté le XXL, et puis effectivement il y a eu aussi le e-commerce et le développement du e-commerce, et d'autant plus depuis le Covid, on a eu encore plus un essor du XXL depuis 2 ans. C'est depuis le Covid. Le e-commerce existait avant le Covid, mais le Covid a donné un effet accélération assez important. Très bien, ok. Franchement, merci, ce débat est passionnant. J'ai pas une grande expertise sur le sujet, j'ai l'impression d'avoir grandi en matière de connaissances, et j'espère que ceux qui vous regarderont bientôt faudrait juste peut-être à travers cette vidéo. Ajouter que dans les entrepôts, il y a des hommes, et aujourd'hui on n'a pas parlé de cette vision de l'entrepôt. L'entrepôt, on doit donner l'envie aux gens de venir travailler. Pourquoi? C'est plus pénible qu'avant? C'est moins pénible qu'avant? Alors, c'est pas une question de pénibilité, c'est une question qu'aujourd'hui, la logistique, on l'a vu hier matin à la plénière, elle ne fait pas rêver. Les gens ne se lèvent pas le matin en se disant je vais aller travailler dans un entrepôt. C'est difficile. Les métiers de l'entrepôt sont difficiles. Ce sont des métiers où il y a de la pénibilité de poste. La mécanisation va permettre effectivement, c'est au-delà de se dire on n'a pas le bon bassin de salariés, on a aussi de la pénibilité de poste. Donc la mécanisation va aider. Mais aujourd'hui, dans les programmes logistiques, dans les entrepôts, on a aussi dans cette démarche du bien-être du collaborateur et de lui donner l'envie. Donc on développe des entrepôts logistiques, on développe à côté de ça des espaces de vie, de détente pour que la personne soit fière d'appartenir et de venir au travail. Parce qu'il y a aussi une concurrence dans les grandes ZAC où un collaborateur il va sur un 50 000 m², eh bien pourquoi il irait plus chez l'un plutôt que chez l'autre? Eh bien on va miser et les enseignes misent sur le bien-être du collaborateur. Donc il ne faut pas oublier, il y a une mixte effectivement d'un besoin de mécaniser. Je pense qu'il y a 10 ans, on se disait « Oh là là, on va mécaniser les entrepôts, il n'y aura plus d'hommes dedans ». Aujourd'hui, on est tous rassurés. Il y a la place de l'homme, il y a la place de la mécanisation, et on veut donner aux hommes cette envie de venir et cette fierté.
Oui. Parce que dans les entrepôts, les gens ils doivent être fiers de venir. Donc il y a plein de choses qu'on met en place avec nos clients pour qu'ils puissent vouloir venir sur leur lieu de travail. Comme c'est beau, Voilà, Karine. Ouais, c'était c'est le un mot de point la Belle fin note. pour moi. Ouais, bah oui, C'est un Je point pense hyper qu'on peut être important. que C'est d'accord. vrai, Oui, parce que planter un entrepôt où personne ne ouais. veut venir travailler Et dedans, bah, Et ça puis, reste même, là, c'est il la fonctionnera question pas. en fait aujourd'hui prioritaire, c'est-à-dire que Oui. sur les derniers sujets XXL qu'on a eu à traiter nous dans les Hauts-de-France par exemple, la première question qui ressort c'est le bassin d'emploi. Exact. C'est même plus aujourd'hui, avant c'était vraiment les axes autoroutiers. Les axes autoroutiers viennent même aujourd'hui quasiment en second rang. Aujourd'hui c'est le bassin d'emploi, c'est combien je vais pouvoir recruter de personnes dans un rayon de 30 km. Sachant qu'on est en pénurie, on est d'accord. Et C'est on un est en secteur pénurie. pénurique. On est On en peut dire ce qu'on pénurie, veut en oui, termes tout à fait. d'emploi. C'est un secteur qui recrute et qui manque aujourd'hui de main-d'œuvre. Il faut donner l'envie, justement. Et Il c'est- faut c'est l'envie qui manque déjà. Pour redonner Ouais. le métier, il ne faut pas simplement se dire ce sont des pousses-colis parce que ça Ouais. n'existe plus. Bah, puis malheureusement il y a eu un Et- Amazon bashing également. Quand on regarde des Oui. émissions de télé où on se plaint des conditions de travail chez Amazon, etc. Forcément ça Ça freine un peu les motivations. les motivations dans le e-commerce. Enfin, Oui, et dans puis il n'y a le pas que ça. e-commerce Il n'y a pas que dans le ça. métier En de tout la cas, vous logistique. avez l'air heureux à votre travail, c'est le cas ou pas Parfaitement. Ah bah, Tous les trois. carrément. Hein Carrément. Vous le dites, Très vous avez le sourire, épanoui. vous avez une bonne énergie, vous parlez de logistique sans forcément parler de carton ou de préparation de commandes, donc c'est super agréable en tout cas. Bon, ce que je retiens moi, c'est plus écologique, plus ergonomique, plus mécanisé, mais sans pour autant oublier et négliger l'humain, donc c'est même plus humain. C'est Ouais. un secteur qui recrute, C'est ça. on a besoin de gens, on a besoin de continuer les développements et c'est sincèrement un secteur d'avenir vers lequel il faut aller. Ouais, tout à fait. Il faut encourager. Je vous remercie infiniment. C'est la Merci à dernière journée. Vous avez peut-être encore des rendez-vous. Je vous souhaite une excellente fin de salon. Je vous remercie pour votre brillante intervention. Et je vous dis Merci à à vous. très, très bientôt. Merci.